5 femmes que la Belgique a arrachées à leur mère il y a 70 ans, tout simplement car leur mère était noire et leur père était blanc. La Belgique a tranché. Donc la Belgique condamne la Belgique et en même temps condamne la justice traditionnelle congolaise. La population belge va devoir payer. Les faits se sont déroulés au Congo. Au Congo, il y a une justice qui date de 1888, donc de l'époque de Léopold II. Le Congo a été créé par des traités où plus de 400 chefs coutumiers, plus de 400 tribus se sont unies pour former le Congo. Toutes ces tribus ont gardé leurs coutumes ancestrales. Les chefs coutumiers ont gardé leur pouvoir selon la justice kassaïenne, donc un endroit où les 5 métis étaient. En cas de séparation, en cas de mort du papa ou quoi, c'est la famille du papa qui récupère les enfants et tous les biens, la maison, tout. La femme se retrouve avec rien du tout. Elle perd ses enfants, elle perd tout. La logique de cette coutume, c'est que il n'y a pas d'aide comme la Belgique. En Belgique, les enfants perçoivent, il y a des allocations familiales pour les enfants. Les enfants sont pris en charge par l'État pour les études. Les soins médicaux, tout ça, c'est l'État qui participe en grosse partie. Donc pour le Kasaï, étant donné que la maman est vouée à se remarier, il faut pas croire que parce qu'elle a eu un enfant, sa vie s'arrête là et qu'elle ne va plus se remarier, qu'elle ne va plus faire l'amour, rien, qu'elle n'aura plus d'enfants. Faut pas rêver, c'est pas un conte de fées. Donc elle va refaire sa vie et on ne peut pas imaginer qu'un autre homme va prendre en charge toutes les dépenses pour l'enfant. C'est ainsi que c'est les oncles, les noko, et dans ce cas-ci, l'oncle c'est la Belgique. Donc c'est la Belgique qui a pris en charge les enfants métis, ce qui est tout à fait conforme à la loi traditionnelle du Kasaï. Maintenant, la Belgique considère que séparer les enfants de leur maman, c'est un crime contre l'humanité, mais ça c'est la loi belge. Et bon, c'est comme si la Belgique, vous prenez une voiture en Angleterre, vous roulez à gauche, et la Belgique décide de vous mettre une amende parce que vous avez roulé à gauche en Angleterre. C'est la même chose qui s'est passée avec les métis. Les lois congolaises ont été respectées, les enfants ont été pris en charge. Maintenant, est-ce que ces femmes métisses, est-ce qu'elles ont dit la vérité? Parce que la Belgique c'est basé sur les paroles de ces dames. La Belgique n'a pas vérifié si réellement ce qu'elle disait était vrai. Donc ici, je vais vous apporter quelques éléments et vous allez pouvoir réaliser qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Bon, tout d'abord, elles vont vous dire que elles n'étaient pas autorisées à porter des chaussures. Mais on les voit avec des chaussures. Donc, vrai ou faux? Si les 5 métis n'étaient pas autorisés à porter des chaussures pour aller à l'école, c'est pour éviter la jalousie. Si les enfants de l'école n'avaient pas les moyens de se payer des chaussures, pour éviter la jalousie, surtout entre filles, à ce moment-là, pour mettre tout le monde à pied d'égalité, pas de chaussures pour tout le monde. D'ailleurs, ici dans les écoles, en général, les élèves portent des uniformes. Donc ils sont tous habillés de la même manière pour éviter ce genre de problème. Vous verrez même que la femme de Lumumba, au village, ne portait pas de chaussures et tous les enfants du village ne portaient pas de chaussures. Pour éviter les jalousies, surtout entre filles, on interdisait les chaussures à l'école jusqu'au moment où il y a eu assez de chaussures pour toute la population. Les usines Bata, ici au Congo, ne produisaient que 3 millions de chaussures par an, donc tout à fait insuffisant pour le pays. Maintenant, Bata a fermé, mais on a des chaussures qui viennent de Chine, donc maintenant il
Tout le monde, pour ainsi dire, porte des chaussures. Enfin, les enfants qui avaient des chaussures, qui venaient à l'école qui venaient d'assez loin, n'utilisaient pas leurs chaussures, ils venaient à pieds nus, et ce n'est qu'arrivé à l'école que maintenant ils mettaient leurs chaussures, pour éviter de les abîmer avec la poussière, la boue et trop d'usure. Donc ce n'est que arrivé à l'école que ce moment-là qu'ils mettaient des chaussures. Tu vois les couvertures qu'on met derrière les voitures dans les coffres là. Oui, c'était des petites couvertures comme ça usées qu'on nous donnait pour nous couvrir. On n'avait pas de couverture. Pour le froid, on n'avait rien. Il y en a une qui vous dit qu'elle n'avait pas de couverture. Mais l'autre vous dit que ils avaient des couvertures. Moi, je reconnais ces couvertures comme les couvertures qu'on utilise à l'armée quand j'ai fait mon service militaire. Et pour ainsi dire, tous les hommes belges qui sont un peu âgés, tous ont utilisé ce genre de couverture. Maintenant, c'est sûr que pour des petites princesses, des couvertures grises comme ça ne leur convient pas. Il faut des belles petites couvertures avec des fleurs, etc. Mais ça montre l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles se prennent vraiment pour des princesses. Et effectivement, quand je vois les photos avec des belles robes blanches, etc., elles ont vraiment l'air de princesses. Pas du tout d'enfants qui ont été délaissés, elles ont vraiment été chouchoutées. Elles disent qu'arrivé là, plus de lait, plus de pain, plus de petit déjeuner. Maintenant, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que dans leur village, elles avaient du lait le matin. Ça venait d'où? Au Kasaï, les Kasaïens ne font pas d'élevage de bovins. Donc, que l'on me dise à l'est, au Kivu, qu'ils aient du lait le matin, ça oui. Mais au Kasaï, du lait le matin, à moins que ce soit importé de Belgique, même maintenant, ici, à Lubumbashi, si vous voulez du lait liquide, ce sera du lait importé de Belgique ou de Zambie ou d'Afrique du Sud. Vous n'allez pas trouver ici à Lubumbashi du lait naturel, c'est pas possible. Du pain. Donc je suppose que dans le village, ils avaient du pain. Au Kasaï, on ne plante pas du blé. Donc de nouveau, pour faire du pain, il faut importer du blé. Donc dans le village, même jusqu'aujourd'hui, les Kasaïens ne mangent pas du pain le matin. Il n'y a pas de boulangerie dans les petits villages. Au petit déjeuner, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de thé, il n'y a rien. Que du riz préparé à l'huile de palme avec un peu de sel dedans. Le matin, il n'y avait rien. On mangeait une fois par jour les boules de foufou avec les légumes qu'on allait chercher. Ne vous trompe pas. Le seul endroit où ces jeunes filles ont pu découvrir un petit déjeuner avec du lait, du pain, etc., ça ne peut être que à l'internat. Dans les villages, impossible. On allait à l'école les pieds nus avec tous les enfants à l'école. Les enfants même des villages mangeaient même mieux que nous. Le matin, il n'y avait rien. On mangeait une fois par jour les boules de foufou avec les légumes qu'on allait chercher. Pas de pain, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de thé, il n'y a rien. Que du riz préparé à l'huile de palme avec un peu de sel dedans. Donc, laquelle des deux ment? Si pas toutes les deux. Dans le village, il n'y avait pas de toilettes. Tous les gens du village allaient derrière leur maison et nous, maintenant, on devrait aller chercher les feuilles de patates douces là-bas. Peut-on vraiment croire que les sœurs envoyaient les petites filles aller voler la nourriture de la population dans cette période qui, en fait, était une période de famine? Moi, je crois pas. Ici, on se remet à peine d'une famine effroyable qui décima récemment les Baluba. Malgré l'aide de l'ONU, aujourd'hui encore, il suffit de s'aventurer à 30 km de Bakwanga pour rapporter des images de cauchemars. Les enfants même des villages mangeaient même mieux que nous. Le matin, il n'y avait rien. On mangeait une fois par jour les boules de foufou avec les légumes qu'on allait chercher. Ce qui fait que
Le premier temps, j'avais très difficile. Je n'arrivais pas à manger. Ce qui fait que j'ai manqué de tout dans mon corps. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la mortalité infantile était très élevée. Et mettre les enfants en bas âge chez les sœurs avait plus de chances de survie. Dans le village, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas de médicaments. À part la médecine traditionnelle, c'est tout ce qu'il y avait. Quand une des métisses dit que quand elle était malade, on la mettait au soleil, c'est tout ce qu'il y avait. Ça, c'est au village. Chez les sœurs, il y avait le docteur, il y avait les médicaments, il y avait tout pour prendre en soin les enfants. Et bon, dire que à cet endroit-là, on refusait de leur donner les médicaments, que sous-entendu que les médicaments c'était uniquement pour la population congolaise. J'ai beaucoup de doutes. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de métis qui ont survécu et qui justement sont arrivés à des postes pour diriger le pays. Donc, c'est des mensonges et je crois qu'elles finissent même par croire leurs propres mensonges. C'est ça le problème. Quand certains Africains entendent ces horreurs, pour eux, une réparation financière, donc la population belge doit payer, c'est insuffisant. La population belge doit payer aussi par le sang. Je crois qu'il y a un chanteur qui chantait tuer les bébés blancs et ce genre de choses. Donc il faut se venger physiquement, tuer. Dans le village, il n'y avait pas de toilettes. Hein? À l'époque, le service sanitaire faisait le tour de tous les villages et vérifiait la présence de WC. Et les WC devaient être à une distance réglementaire. Doit-on vraiment croire que à l'internat, donc à la mission, qu'il y avait du laisser-aller, que les sœurs allaient accepter que les mouches se posent sur les excréments de la population, puis viennent se poser sur leurs lèvres? Je ne crois pas. L'administrateur qui venait là, qui se déplaçait, ce n'était pas pour faire du tourisme, mais pour voir si tout était en ordre. C'est-à-dire voir si les cases étaient propres, si les fameux lazarettes, les fameux WC, étaient bien à la distance réglementaire des cases et si tout cela était conforme au règlement. Alors, les moniteurs agricoles venaient là, chaque habitant devrait avoir un champ et ils mesuraient je ne sais pas combien d'hectares. Alors, les gens ne comprenaient pas et il y en avait même qui fouillaient. Parce que par après, on passait dans le village pour dire chez les chefs du village, tel là a un champ, il n'en a pas, et on le mettait en prison. Alors que le champ qu'il allait cultiver, c'était justement pour lui-même. Ce n'était pas pour le gouvernement. C'était pour nourrir sa famille. Oh, les Belges nous ont fait souffrir, ils nous ont fait traiter. Non. Après l'indépendance, tout ça s'est arrêté. Et donc, il y a eu la famine et les 5 métis, c'est surtout après l'indépendance. Quand les sœurs sont parties qu'elles ont souffert. Là oui, mais pas quand les sœurs étaient là. Là, elles mangeaient bien, il y avait à manger et tout. C'est après l'indépendance. Pourquoi ils nous ont laissé tomber? Elles disent que elles dormaient sur des nattes. Mais si vous allez dans un village, est-ce que les villageois logent sur des matelas? Et les matelas, à ce moment-là, ils proviennent d'où? C'est encore des matelas qui ont été importés en Europe ou ailleurs. Les villageois ne logent pas sur des matelas. Ici, le dernier temps, j'allais dans un petit village ici à 70 km de Lubumbashi. Ils dorment sur... c'est de la paille recouverte dans des sacs et des choses comme ça. Oui, c'est la paille. Il y a les pailles dedans. Maintenant, c'est là où il se repose quand il quitte le travail. Donc c'est un peu ce que les Belges utilisaient il y a très longtemps. Donc des matelas en paille. Et les enfants, souvent, logent sur des nattes. Donc ça, c'est la vie de village. Je ne peux pas confirmer ou infirmer qu'à Katende, ils n'avaient pas de matelas. En tout cas, à Save,
j'ai vu des images où on voyait que les enfants métis avaient des matelas. Pour Savé, à Astrida, il faut savoir qu'il y avait deux internats. Savé était un internat gratuit. Le deuxième internat, c'était pour des personnes qui avaient les moyens. Et toute la famille de ma mère, ils ont étudié dans cet autre internat. Le Minerval était de 4200 francs par enfant, par trimestre. Là, vous aviez des métis et des Belges, donc pour les gens qui avaient les moyens de payer. À Savé, bien sûr, vous aviez des orphelins, vous aviez même des métis qui avaient leur papa, qui n'était pas du tout orphelin, qui avait leur papa, leur maman, mais qui étaient dans l'impossibilité de payer à Minerval. Je vais vous montrer donc un exemple d'une année. Vous allez voir que même des petits enfants de 5 ans du Burundi étudiaient en internat à Astrida. Mes parents, donc du côté de mon père a étudié du côté à Bukavu, aussi en internat. Ma mère, après son internat d'Astrida, a continué ses études aussi à Bukavu. Donc, étant donné que c'était pas évident de déposer les enfants tous les jours à l'école, les moyens de transport n'étaient pas évidents, donc beaucoup d'enfants de Bujumbura, de l'intérieur du Burundi, et tout étudiaient au Rwanda ou alors au Congo. Donc c'était pas uniquement pour les métis. Les métis, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1915, les métis ont eu étaient un peu sur la même loi que les Belges, que les Blancs, et les étrangers européens aussi devaient se plier à cette loi, c'est-à-dire que les études étaient obligatoires. Les métis orphelins et tout étaient considérés d'office comme civilisés. Ils avaient le même statut, par exemple, que Lumumba. Donc ils ont des droits tout à fait spéciaux. Vous verrez aussi que c'est marqué, il faut essayer de voir l'âge approximatif de l'enfant, donc et l'âge approximatif de la mère, parce que les gens ne savaient pas spécialement, ne connaissaient pas spécialement leur âge, ni l'année de naissance exactement de l'enfant, donc c'est pour ça que c'est bien spécifié approximatif. Vous allez voir, par exemple, je crois que c'est la famille Van der Plas à Astrida. C'est une grande famille de métis. Ils étaient du côté d'Astrida, les enfants étudiaient en externe. Mais d'autres, bon, vous allez voir sur les papiers, étudiaient aussi en internat. Dire que le mariage d'un Belge ou d'un Blanc avec une Congolaise ou une Burundaise ou quoi était interdit, c'est du pur mensonge. Il n'y a aucune loi qui interdisait. Ce qu'il y a, c'est que c'est parfois la difficulté de pouvoir se marier. Pas pour un Belge, mais pour un étranger. Imaginez que vous êtes russe et vous voulez vous marier avec une Congolaise. Ce n'est pas la population, le service de la population belge ou congolaise qui peut marier un Russe. Ce n'est que le consulat de Russie qui peut marier un Russe. Donc, pour beaucoup de métis, et la majorité des métis étaient de pères étrangers, n'étaient pas de pères belges. 60% des métis étaient de pères étrangers. Maintenant, si vous voulez se marier, c'était le problème. Donc dire qu'ils ne pouvaient pas se marier, bon, ça dépend quel français vous parlez, si c'est le français de France, le français de Belgique. Donc disons plutôt qu'ils étaient dans l'incapacité de se marier. Mais il n'y avait aucune interdiction de se marier. Donc là encore, c'est un mensonge. Enfant du péché, si vous êtes marié et que, en plus de ça, vous êtes marié à l'église, votre mariage a été béni. Est-ce qu'on peut dire que vos enfants seront des enfants du péché? Votre mariage a été béni, l'enfant a été baptisé. Les enfants du péché, ce sont les enfants qui sont nés
quand le mari a trompé sa femme, donc hors union. C'est ce que les chrétiens appellent enfant du péché. C'est un terme chrétien. Et au Congo, là, les Congolais considèrent plutôt chaque enfant comme une bénédiction. Donc, enfant du péché, ce n'est que les enfants qui sont nés illégalement, en quelque sorte. C'est ça, les enfants du péché. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mensonges. Personne n'a rien vérifié, voir si ce qu'elle disait, c'était la vérité. Des ordres étaient donnés pour que les enfants soient enlevés à leur mère à l'âge de 3 à 5 ans. Oui, Madame Hirsch parle des enfants entre 3 et 5 ans. Que comprenez-vous par là? Donc, un enfant qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, a échappé et c'est fini, on ne va plus l'enlever. À quoi correspond cet âge, cette fourchette d'âge de 3 à 5 ans? L'école était obligatoire pour les Belges, pour les étrangers, pour les Européens, et pour les métis qui étaient d'ailleurs considérés automatiquement comme civilisés. En France, actuellement, je crois que l'école est obligatoire à partir de 3 ans même. En Belgique, c'est plus tard. En dessous de cet âge-là, les enfants métis pouvaient être récupérés des bras de leur maman s'ils étaient en mauvais état, s'ils étaient mal soignés, s'ils étaient vraiment mal. À ce moment-là, il y a une commission qui se penche sur leur cas et qui délibère et qui décide si on peut laisser l'enfant dans sa famille ou s'il faut retirer l'enfant pour le mettre en sécurité dans un pensionnat comme Savé ou alors avec nos 5 mamans métisses. C'est ça le cas. De 3 à 5 ans, c'est la période où ça doit être délibéré. Avant 3 ans, en général, les sœurs n'acceptaient pas les enfants parce que c'est trop de travail. À ce moment-là, il faudrait plutôt les mettre dans une famille d'accueil pour que une personne puisse s'occuper du bébé à plein temps. Donc voilà un peu les conditions. Que dit le rapport de la commission? Parce qu'on doit retrouver ces rapports. Donc dans quel état ils ont trouvé l'enfant dans leur famille? Ça doit être mentionné dans le rapport et ces rapports existent. Qu'est-ce qu'ils disent? Maître Hirsch, pour vos clientes, vous avez bien évidemment demandé des réparations. Et en justice, les réparations sont aussi financières. Peut-être en quelques mots, concrètement, qu'avez-vous demandé pour vos clientes que vous défendez contre l'État belge? Alors, on a demandé un montant dérisoire et la désignation d'un expert pour apprécier le dommage. Alors, préjudice moral, vous voulez dire? Oui. Alors, pourquoi on a demandé un montant dérisoire? C'est parce qu'on n'a pas tellement confiance dans la justice et que si on demande un montant important et qu'on échoue, ce qui a été le cas en première instance, eh bien, un pourcentage du montant qu'on demande sera payé par les plaignantes à l'État belge. Et donc, on a demandé 50 000 € à titre provisionnel. Parce que sinon, les frais de justice étaient trop importants. Oui, donc elle demande 50 000 €. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. 50 000 € déjà, c'est pour un villageois ici au Congo, c'est toute une vie. C'est le salaire de toute une vie. Puis, si on rajoute les intérêts qu'elle demande depuis leur rapt, en quelque sorte, on arrive à plus d'1 million. Donc ça devient quand même une somme non négligeable, même pour un Belge vivant en Belgique. Donc je crois que ça, pour est-ce qu'on cache la vérité? Mais en même temps, elles disent qu'elles ont fait le trajet à pied. 2 jours, 3 jours, en dehors de Noëlla Verbeek, qui a été emmenée par son père. Mais si c'était un rapt, le papa Verbeek ou alors les autorités auraient pris l'enfant sur place et l'auraient amené à l'orphelinat.
Qui vous dit que c'est un rapt? Qui vous dit que ces mamans n'ont pas amené de leur propre gré l'enfant à l'orphelinat? C'est juste, il faut juste croire les paroles de ces mamans. Donc elle doit signer un document, elle garde une copie, reste une copie pour nous. abakuru abato abakuru abato twari benshi mbese ba nyina twabajyanye muri icyo gihe. Cette femme dit qu'elles sont nombreuses à avoir amené leurs enfants à l'orphelinat. Donc c'est pas les autorités qui allaient chercher les enfants donc au village, c'est les mamans elles-mêmes qui amenaient. Oui, ces mamans savaient qu'à l'internat, les enfants allaient être soignés, éduqués et allaient avoir un avenir honorable par la suite, au lieu de rester au village à cultiver la terre à la houe. Je crois que beaucoup de mamans feraient de même aujourd'hui. On m'a donné simplement pour payer le transport de Katende à Lusambo. C'était 50 francs, je crois, quelque chose dans ce genre-là. J'avais 8 ans. Oui, comme l'expliquent les 5 métisses, elles ont fait le parcours à pied avec leur famille depuis leur village jusqu'à Katende. Elles n'ont pas eu de financement, elles n'ont pas eu d'argent pour... elles n'avaient pas d'argent pour le transport pour aller rejoindre Katende. Ce n'est qu'une fois inscrit à Katende que là, les sœurs prenaient en charge les moyens de transport, les tickets pour rejoindre la famille pendant les vacances. Et ce sera la même chose pour les enfants de Savé. Les enfants de Savé, dans les années 70, les sœurs ont payé les tickets d'avion de Belgique jusqu'à Bujumbura pour que les enfants puissent voir leur famille maternelle. I was born Alice Bourgeon. My mother was a daughter of Mangbetu kings. Suggested to Papa that really he should send me to the Americans up on the hill, the Protestantes, because there they could teach me English. Oh, Papa thought, bonne idée. It would be good if petite Alice learned un peu d'anglais, ça ira. And that's... Oui, comme dans le cas d'Alice, ce sont ses parents qui l'ont emmenée chez les missionnaires protestants pour un avenir meilleur. Nous allons voir maintenant, est-ce que réellement la formation, les études ont permis aux métis d'avoir un avenir plus honorable. À l'indépendance, grâce à leurs études, beaucoup de métis se retrouveront à l'avant-plan. Beaucoup de ministres, de gouverneurs, etc. seront l'élite de la société congolaise, grâce à leurs études. En dehors des politiciens, dans le privé, il y a aussi énormément de métis. Moi, je suis plutôt dans l'aviation. Et parmi les pilotes, il y a énormément de pilotes. D'ailleurs, le pilote qui a le plus d'heures au monde sur Fokker 27, c'est un métis congolais. Et mieux que pilote, patron de société. Si vous êtes à Goma, il y aura Bizibi, c'est un métis. Bukavu, ah oui, à Goma, il y avait encore Malou Aviation, Jean Marion qui est décédé, métis. Bukavu, c'est Swana, je crois, métis. Vous descendez à Lubumbashi, il y avait bien sûr Lubumbashi Air Service. Métis, il y a Katanga Express, métis. Kananga, c'était aussi un métis, c'est Fernandez. Kinshasa, vous avez aussi beaucoup de métis. Air Kasai, c'est un métis. Sibé Airlift, une très grosse compagnie qui achetait des avions neufs, métis. Blue Airline, le docteur Mayani, métis. Sans oublier François Cassindi, bien sûr, Malou Aviation. Kisangani, à un certain moment, Guilaer, toute l'équipe dirigeante, c'était des métis aussi. Côté gouvernement, nous avons eu le directeur de l'aviation présidentielle, Charles de Scrèvre, un métis. Directeur de la compagnie nationale, José Dubier, métis. Côté armée, il y avait le général Kikunda.
Il était belge jusqu'à l'indépendance. Et après, pour entrer dans la force aérienne congolaise, il a pris la nationalité congolaise. À cette époque, les enfants légitimes issus d'un papa belge, maman congolaise, avaient le choix, une fois majeur, de choisir entre la nationalité belge ou la nationalité congolaise. Donc les enfants du péché. Et parmi les métis qui ont marqué l'histoire, nous avons Augusta Chiwi, héroïne de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique. André Blouin, c'est elle qui était la secrétaire de Lumumba. C'est elle qui a fait les discours de Lumumba. Tous les discours de Lumumba, c'était elle qui faisait ça. Je crois qu'on pourrait demander, par exemple, à Kengo Wadondo, très grand politicien congolais, qui a vécu la même histoire que les mamans métisses ici qui se plaignent, et lui demander s'il regrette son parcours. Kengo Wadondo, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Vous qui avez été aussi longtemps au pouvoir, comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état? C'est l'homme. La faute à l'homme, quel qu'il soit. Parce que c'est beaucoup d'argent, hein, 700 000. 700 000 maisons sociales, Maisons sociales. 60 milliards de Alors, dollars. Des mulâtres. Mais je ne sais pas. C'était ce que les Belges voulaient. Qu'on ne soit pas reconnus. Puisque nous n'existions pas. C'était une race impure qu'il fallait pas garder peut-être qu'il fallait pas garder en vie. Ce qu'on a découvert, c'est que l'État belge, le colonisateur, avait mis un système en place pour éliminer les métis, pour éliminer les enfants métis. Et c'est un système qui implique en réalité tous les organes de l'État. Oui, Madame Hirsch prétend qu'il y avait un programme pour exterminer la population métisse. Or, à l'indépendance, on remarque que c'est l'inverse. Il y a beaucoup de métis qui ont eu une formation qui les propulse à la tête de l'État. Ministres, gouverneurs, députés, toutes sortes de postes, les hautes fonctions. Ils ont une longueur d'avance sur la population congolaise en général. Jina langu Ilunga Maloba Monica. Nilizalikwaka mu 1947 ku Katompe, Kabalu, kufika mu independence. Baba yangu wakamuwaka. Alikuwa nani direkteri wa partension ya kafe kwa kunani Katompe. Muleleka nikuta hapa, tukakimbiaka tukenda kwa Mulange. Ndio ile wakati bakauwaka nani huyu Guverneur Sendwe. Balimuuyaka pale panani, pale pakasoko kaba refugee. Ndio pale balimuuyaka yeye mkuu akibapokea asema tushikilizane nabo mzuri. Bakamuua, bakamtwangaka mkuki akamuua pale. Tukakimbia tukaenda kule kumapori. Alikuwa directeur wa ile partension ya kafe. Pa independence bakamuua. Tukabakia na mama mkuangaika. Kisha mama na yeye na kuikala kwa shebu kwa bakongomani, mama na yeye akaanza kuhangaika ti bwana mwenyewe alimowaka na yeye akakufuaka na yeye. Tukaanza kuhangaika vile tukakomelea kule. Nilikuwa nasoma Ankoro. Ndiko nene nilikuwa kanasoma kwa interna ya Ankoro. Niomba alinitumaka kule kusomea kule. Kashindikana, nikaacha masomo. Nikakuwa koleo. Ndiko nene nazala hapa watoto wangu niko nao. Lakini muhali niko muhali moya ya mateso sana. Pour Monica, une cuillère d'huile dans ses haricots, c'est un luxe qu'elle ne peut pas se permettre. Souvent, elle m'appelle pour l'aider pour acheter des médicaments parce qu'elle n'a pas d'argent non plus pour s'acheter des médicaments. Donc, elle n'a pas pu étudier, pas les moyens d'étudier. Et voilà le genre de vie que les 5 métis
de Belgique auraient vécu si elles étaient restées dans leur village au Congo. Bienvenue dans Reporter. Cette semaine, nous partons au Katanga, province du sud-est de la République démocratique du Congo, l'une des plus riches régions minières du globe. Pourtant, la population continue de vivre dans une pauvreté extrême, sur fond de guerre économique attisée par l'arrivée de la Chine et de ses milliards de dollars. Dans les années 70, ce sont les Japonais qui avaient jeté leur dévolu sur le cuivre et le cobalt du Katanga, un souvenir douloureux pour les femmes de la région qui ont eu des enfants avec ces hommes de passage. Arnaud Zeitman et Marlène Rabot les ont rencontrés, ils nous racontent leur histoire. Ces femmes affirment avoir vécu une expérience terrible. Pour le prouver, elles nous emmènent au cimetière de leur village. À côté des tombes entretenues, il y a celles laissées en friche. Ici, c'est les Japonais. L'enfant des Japonais. L'enfant, il est mort ici. Selon ces femmes, ce sont les tombes des enfants qu'elles ont eues avec des hommes japonais et qui furent tués systématiquement après leur naissance. Yvonne retrouve la tombe de son enfant. Gina, c'est le nom des enfants qui... Oui, le nombre de métis bien éduqués, bien formés à l'indépendance, je crois que ça prouve que ce que Madame Hirsch dit est faux. Par contre, ici sur le terrain, ce que l'on sait, c'est que les métis asiatiques, eux, étaient systématiquement éliminés. Ça, c'est donc il faut pas renverser la situation. Du côté belge, que tous les métis de toute nationalité étaient bien soignés. Et c'est ceux, les Asiatiques, qui étaient éliminés. On a passé la nuit avec l'enfant, il allait bien. Je l'ai laissé avec son père japonais. Je suis allée chercher de l'eau et lorsque je suis revenue, l'enfant était affaibli. On est parti à l'hôpital. L'enfant est mort ensuite. J'ai 8 enfants qui sont vivants. Seul le japonais est mort. J'ai eu un enfant avec un japonais qui est mort. J'en ai eu encore 7 qui sont vivants. J'ai eu un enfant japonais qui est mort, mais 7 autres enfants sont vivants. Et selon certains, ce système perdure jusqu'à aujourd'hui. Ça se fait en cachette, mais les enfants métis asiatiques continuent à être éliminés. De même, du côté métis indien, on dit que c'est la même chose. Les enfants aussi sont aussi éliminés. Les métis japonais qui ont survécu, ce sont ceux qui ont fui en forêt. Et donc, ceux-là sont bien sûr, ils n'ont pas eu de bonne éducation. Et vous allez retrouver donc des métisses japonaises, comme vous allez voir dans le film, qui gagnent leur vie en se prostituant. Y a-t-il eu des infanticides? Peut-être. Mais il y a aussi des enfants métis japonais bien vivants, comme Nana. Elle a grandi cachée. Aujourd'hui, elle se dit rescapée. On était en brousse parce que nos grands-pères, ils disaient, si vous restez en ville, on va vous tuer. C'est parce qu'on nous a amenés en brousse. Nous sommes partis là-bas pour nous cacher. La région est riche en minerais. Et chaque jour, c'est par centaines que les camions emmènent leur cargaison de cuivre et de cobalt vers l'Afrique du Sud, à destination du marché chinois. Nana est seule, elle a besoin d'argent, et c'est auprès des camionneurs qu'elle vient monnayer ses charmes. C'est ce qui se serait passé aussi avec les métisses européennes si l'État n'avait pas pris en charge ces métisses, ces filles métisses. Ils sont une cinquantaine aujourd'hui et se disent rescapés. Tout le monde cherche à avoir quand même l'identité, hein? Mais si nous allons à l'hôpital, on dirait que nous ne sommes pas nés ici. On n'a pas de traces. Il n'y a pas de traces de vos naissances? Il n'y a pas. Donc vous n'avez pas d'acte de naissance, vous? Il n'y en a pas. Et vous, un acte de naissance, vous en avez? La naissance à l'hôpital? Ah non. Et ce qui éliminait nos enfants, surtout, c'est quand vous allez à l'hôpital. Là, c'était facile. Alors, avec nos grands-parents, c'était difficile de nous amener à l'hôpital. Alors, c'est comme ça qu'on nous avions pu nous en sortir et être rescapés.
Voilà, ici j'ai ma carte de baptême. Le père, on a marqué inconnu, entre parenthèses, Dumont. C'est tout ce qu'on avait, nous, qu'on pensait, c'était ça notre carte d'identité. Et donc, l'identité de ces métis était complet. Il y avait le nom supposé du papa, mais bien sûr, comme elles n'ont pas été reconnues, c'est mis entre parenthèses. L'État ne pouvait pas mettre d'office comme papa telle ou telle personne juste en fonction des paroles de la maman, parce que je vais vous donner un exemple de ce que ça donne comme un problème. Quand j'étais associé dans la société Lubumbashi Air Service, mon collègue, le commandant Jean-Claude Marsal, sa femme est repartie en France et il a eu une maîtresse ici à Lubumbashi. Puis arrivé à 65 ans, à l'âge de la retraite, il est décédé. En théorie, le cœur qui aurait lâché. Directement, sa maîtresse a fait bloquer ses comptes en banque. En fait, sa maîtresse avait eu une petite fille métisse avec un Italien à l'époque. Et donc, elle avait deux filles, une noire et la petite métisse. Et elle a fait faire des faux documents en disant que c'était Jean-Claude, le papa de sa petite fille métisse. Bien que n'était pas déclaré sous son nom à lui, que lui n'a jamais déclaré à l'ambassade, il n'y avait rien. Donc c'était des faux documents. Tout ça pour pouvoir prendre son argent, ses parts et donc son compte en banque. Et donc, moi j'ai dû aller à Kinshasa. Comme elle avait été déclarée dans telle commune, j'ai été vérifié dans le registre pour prouver que les documents qu'elle avait étaient des faux documents. Heureusement, les registres sont complets, on ne sait pas arracher les pages, on ne sait pas changer les pages. Et donc, j'ai pu comme ça prouver que tous les documents qu'elle avait étaient faux. Sinon, donc, elle avait déjà prévu de prendre son argent. Et ça, c'est ce qui se passe si une femme peut choisir. Elle met au monde et puis elle dit bon, ben le papa c'est le directeur de telle compagnie ou c'est ou n'importe qui. À ce moment-là, on laisse le libre cours à l'imagination et à l'escroquerie. Pourquoi ils nous ont laissé tomber? On savait que c'était nous. On sait que nous sommes les enfants des Belges, de l'État belge. Mais l'État belge n'a pas voulu de nous. Ce n'est pas les Belges qui les ont laissés tomber, c'est l'ONU. Après l'indépendance, les Belges ont été chassés et c'est l'ONU qui a repris la gestion, la sécurité du Congo. D'ailleurs, sa copine explique que l'ONU est venue avec 5 camions pour récupérer les sœurs uniquement et les a laissées sur place. Donc c'est l'ONU. C'est à l'ONU qu'il faut demander pourquoi ils les ont laissés seuls là-bas, en danger. Bon, ce que je peux expliquer aussi, c'est que un peu avant l'indépendance, en 59, il y a eu la révolution au Rwanda. Donc là j'explique pour que vous connaissiez un peu le contexte. En 59, il y a eu la révolution au Rwanda, qui était un royaume, et donc les enfants Tutsis, métis Tutsis et tout ça étaient en danger. À savoir aussi que pour le deuxième envoi des enfants de Savé, les mamans ont exigé le paiement de la dot avant que les filles ne montent dans l'avion. Comme c'était pas prévu, ils ont dû faire une collecte à Bujumbura. Et ma mère se souvient par exemple de Madame Heuss, Madame Blom et sa maman aussi, Madame Merckx, a cotisé pour payer les dots des jeunes filles. Ces enfants sont revenus par la suite à Bujumbura, donc les sœurs ont affrété un avion charter, je crois que c'était Raptim, et je crois que c'est vers les années 72, les enfants sont revenus voir leur famille à Bujumbura. Une anecdote d'ailleurs à ce sujet. Dans certaines tribus
pour bénir une personne, on lui crache dessus. Vous allez entendre par exemple Mumuteme Mate. Et donc à l'arrivée, comme ça, il y a un enfant, donc sa maman lui a craché dessus. Et l'enfant horrifié a crié « Ah, elle m'a craché dessus, elle m'a craché dessus », sans réaliser que c'était une bénédiction. Voilà encore une chose à savoir. Donc un rapt, je ne crois pas que ce soit un rapt. À cette époque-là, d'ailleurs, la maman de notre reine était à Bukavu, aux études, en même temps que ma maman et même sa petite sœur. D'ailleurs, la grande sœur de la maman de notre reine, Mathilde, Anna Maria Komorowska, sa grande sœur, Gabriela, a sauvé donc ma tante. Vu le danger, ils ont commencé à quitter le Kivu. Donc en 59, une partie a quitté, et puis après, la deuxième partie, le reste de la famille a quitté après. En même temps que les métis qui ont été rapatriés de Savé. Donc une partie a été rapatriée en 59. Savé avait déjà été attaqué à 2 reprises, mais heureusement par des personnes avec des armes blanches, et donc les sentinelles ont pu les chasser. Puis je crois que c'est en 61, une deuxième vague a été rapatriée en Belgique pour leur sécurité, et la famille de ma mère également, les enfants qui étaient aux études ont été envoyés en Belgique, toujours aidés par la sœur Lutgardis. Le plus jeune, c'était Patrick, il avait 4 ans. Donc il a été placé dans une famille à Bruges pour sa sécurité. La petite dernière qui avait 2 ans est restée avec sa maman et son papa. Et les plus âgés sont restés, eux ils étaient déjà grands. D'ailleurs, notre reine s'appelle Mathilde, en mémoire de la sœur supérieure qui s'occupait justement de tous ses enfants à Bukavu. C'est en mémoire d'elle qu'elle porte ce nom-là. Et donc, ceux qui ont été mis en sécurité en Belgique ont reproché à la Belgique de les avoir retirés du pays. Et ceux qui n'ont pas été retirés, comme les 5 métis ici, reprochent à la Belgique de les avoir laissés en insécurité. Et insécurité effective, puisque vous allez voir des témoignages de l'époque, il y a beaucoup elles auraient pu mourir, elles auraient pu être tuées. Mais ce n'est pas la faute de la Belgique, la Belgique n'avait plus rien n'avait plus aucune autorité à ce moment-là, donc là c'est l'ONU, c'est pas la Belgique. Après l'indépendance, il y a eu la guerre. Et pendant la guerre, on a tous les prêtres, il y a les camions, plus de 5 camions de l'ONU qui sont venus, qui ont pris les religieuses, les prêtres, les abbés, les frères. Et nous, les petites filles, on nous a abandonnés. Ils sont partis. On nous a abandonnés sans rien. On nous a laissés dans les mains des militaires qui étaient là. Et on était devenus des jouets pour le militaire. Vous avez des enfants? J'ai 2 petits-enfants ici à Uzumbura, un grand-fils à Stanleyville. Tous les 3 des mulâtres. Que fait-il votre fils à Stanleyville? Vous l'avez plus vu? Je ne l'ai plus vu depuis 4 ans. Moi, j'étais très inquiet du sort de mon fils, ayant appris que tous les mulâtres étaient tués, soit par l'ANC, soit par les molélistes. Mais il y a quelque temps, j'ai appris qu'il était capitaine des Simba et qu'il tenait le maquis. Ça m'a fait plaisir, dois-je dire, parce qu'il n'a jamais voulu s'occuper de la question indépendance. Mon nom de nationalité mulâtre. Ça veut dire qu'on n'avait ni la nationalité burundaise, on n'avait pas la nationalité belge. Notre physique tenait lieu de nationalité. C'est un rapt pur et simple d'enfants à leur mère.
sous le couvert de bons sentiments, on va dire. Oui, Françoise est née à l'époque de l'indépendance. Elle est restée 6 ans au Burundi, et ce n'est qu'après 6 ans qu'elle a été rapatriée en Belgique. Elle parle de rapt, et je ne crois pas que la Belgique a envoyé un commando pour la récupérer. 6 ans, c'était l'âge pour rentrer à l'école. Donc là, il fallait qu'elle étudie correctement. On remarque aussi que elle est apatride, parce que elle n'a pas été reconnue par son père. Et au Burundi, même si sa maman est burundaise, elle n'est pas reconnue comme faisant partie des leurs. Donc elle est apatride, et peut-être que après son séjour en Belgique, elle est devenue belge. Quel que soit son père, même si son père est portugais, n'importe quelle nationalité, à mon avis, elle est certainement devenue belge. Je crois que la Belgique, on ne peut vraiment pas considérer la Belgique comme raciste. J'ai retrouvé la personne qui m'avait soignée et éduquée pendant les 6 ans là, que je suis restée là-bas. Elle m'a reconnue de très très loin. Elle s'est effondrée, elle m'a reconnue tout de suite. Là, j'ai eu l'assurance que j'étais vraiment dans ma famille. Oui, donc elle a retrouvé la femme chez qui elle était pendant ces 6 années d'enfance au Burundi. Donc ce qui implique qu'elle n'était pas chez sa maman. Elle n'a pas été arrachée des bras de sa maman. Et c'est cette personne-là qu'elle considère comme sa famille maintenant. Mais donc la Belgique ne l'a pas arrachée des mains de sa maman. Un drôle de rapt. Jusqu'au moment où nous avons trouvé la maison où se trouvaient donc tous les corps de ces gens qui avaient été massacrés, les sœurs espagnoles, pratiquement tous les habitants européens de la rive gauche avaient été massacrés. En inspectant la maison, on a entendu du bruit, on a entendu des cris. Nous sommes descendus dans les caves et là nous avons retrouvé 4 survivants. C'est-à-dire il y avait 2 petites filles de 6-7 ans qui avaient été frappées à coups de machette. Nous avons retrouvé la grand-mère qui avait également été frappée à coups de machette et la maman des 2 petites filles. Le papa, malheureusement, avait été tué et son corps se trouvait sur la barza. Je pense qu'on doit avoir récupéré en tout à peu près 1500, 1800 otages européens. Je dis bien européens parce qu'il ne faut pas négliger non plus les milliers d'otages congolais qu'on a sauvés. Parce que quoi qu'on en dise, on n'était pas raciste, on était autant là pour les Congolais que pour les Européens. Oui, après l'accident d'avion de Dakar Marshall, il fut remplacé par un Asiatique, Utang. Et c'est lui qui va attaquer spécialement le Katanga. Bombes au napalm, même des ambulances criblées de balles. Donc là, ils ont mis tout le paquet pour vaincre le Katanga. Mais après avoir vaincu le Katanga, il y a eu le problème maintenant des moulélistes qui, eux, étaient formés par les Asiatiques et financés par les Asiatiques. Donc là, l'ONU s'est retirée et a laissé faire les moulélistes, les Simba et tout ça qui eux, étaient financés par les Asiatiques. Donc il faut demander à l'ONU pourquoi est-ce qu'ils ont laissé ces enfants métis en danger. Les Belges vont intervenir plus tard, mais à partir de la Belgique, quand il y a eu toute cette population qui a été prise en otage à Kisangani, Isiro et tout ça. Et donc ils ont envoyé des avions, ça a été l'opération Dragon Rouge, je crois. Ils ont pu sauver une partie de la population blanche et aussi noire qui était en danger. Mais il y a des sœurs par exemple de Watsa, elles ont pour ainsi dire tout été massacré, il n'y en a qu'une qui a survécu. Congolo, tous massacrés, il n'y en a qu'un seul qui a survécu, protégé par un de ses élèves. Kalemi aussi, il y a eu des massacres de missionnaires et tout. Et donc ça c'était pas le problème de l'ONU, tout ça ils ont laissé faire. Mais drogués au chanvre, ils se croient invulnérables. On n'a jamais cru qu'ils arriveraient. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Étant donné que les autorités étaient rassurantes, disant que l'armée
va les arrêter, etc. Donc franchement, je n'ai jamais cru qu'ils pouvaient rentrer en ville. Ça a été pour moi une surprise. Et pour vous, madame? Oh, je passais même pas. J'ai dit, bof, ça va finir là-bas, ça va pas arriver ici. Il y a des militaires, ils vont défendre la ville. On ne croyait pas. Non, en fait, c'était une surprise générale. Dans les premiers jours, des cadavres jonchaient le sol absolument partout. Ceux qui n'ont pas fui, je t'ai tué. Directement? Ah bah oui. Chaque fois quand on devait tuer quelqu'un, la population, je t'ai invité pour assister à ça. Ou bien on te coupe d'abord les mains, les jambes, on te laisse comme ça. En public? Puis il y avait un monsieur qui était là, il ouvrait le torse, il sortait les cœurs, il mangeait sur place. On nous sauvait. De quoi? On n'a jamais dit. Mais dans l'esprit des parents adoptifs, ils sauvaient des enfants qui étaient en danger. C'était une race impure qu'il fallait pas garder peut-être qu'il fallait pas garder en vie. Oui, c'est sûr. Normalement, toutes ces métisses auraient dû être tuées. Elles ont eu la vie sauve. C'est le fait que les lumumbistes ne sont pas arrivés au Kasaï. Les Kasaïens, d'ailleurs, étaient contre Lumumba, suite déjà au massacre de Luluabour. Et après, au Kasaï, les lumumbistes comme Finan, Fataki, Muzungu, etc., ont été exécutés. Donc, les mulelistes ne sont pas arrivés au Kasaï, sinon, effectivement, ces métis auraient été tués. Les sœurs ont été mises en sécurité, c'est parce que l'ONU était juste à côté. Mais les sœurs de Ouatsa, des autres endroits, les missionnaires, les Belges, tout ça, eux, ils ont été tués. L'ONU n'a rien fait pour eux. Hein. Dans le nord-est du Congo, il reste de nombreux Européens plus ou moins dispersés. À Ouassa, par exemple, il y a beaucoup de religieuses et de missionnaires belges. Aux mains des rebelles, ils espèrent que les paras vont aussi sauter chez eux. En vain. Des Simba en provenance de police sont arrivés à Ouassa le soir du 26 novembre. 9 religieuses, 6 missionnaires et plusieurs autres Belges sont tués sauvagement, puis jetés dans la rivière Kibali. Les rares rescapés se terrent pendant plusieurs semaines. Ils ne doivent leur salut qu'à l'aide et à la discrétion des populations locales. Ça a été terminé. Après police, on nous a fait rentrer, et de Stan sur Kamina et de police directement sur Kamina pour des raisons de politique internationale. Quelles étaient ces raisons? Ah, ça, c'est M. Spack qui aurait pu vous répondre, mais il est bien certain qu'on voulait absolument montrer que nous n'étions pas là pour reprendre pied au Congo, mais simplement pour sauver des gens. La décision difficile qu'a dû prendre le colonel Laurent, c'est de résister à l'insistance de ces jeunes officiers et des paras qui voulaient continuer des raids en brousse dans les environs de police, dans la province. Nous avions fait des raids jusqu'à 45 ou 50 km, ce qui signifie 100 km aller-retour, en terrain ennemi, puisque nous étions encerclés, et pour rechercher des colons, des missionnaires, etc. De voir l'accueil vrai, chaleureux, pas fabriqué, pas de circonstances, c'était un cri du cœur. Sur la scène internationale, en revanche, l'accueil est nettement moins enthousiaste. De vives protestations s'élèvent contre cette intervention belgo-américaine. L'URSS et la Chine y sont bien sûr hostiles, guerre froide oblige, mais ils ne sont pas les seuls. En Afrique et ailleurs, on montre du doigt notre petit pays. La Belgique va devoir rendre des comptes. 10 jours après le retour triomphal des paras, Paul-Henri Spaak s'envole à nouveau pour New York. Il va devoir défendre l'opération belge face au Conseil de sécurité de l'ONU. Son discours du 11 décembre marquera les esprits. Ah, ça, je puis vous dire que ça a été un de mes moments les plus fantastiques de ma carrière. Notre conscience n'est pas trop chargée, car tous les étrangers qui ont été libérés, à Stan, presque tous, nous ont déclaré qu'ils étaient persuadés que si l'opération n'avait pas eu lieu, ils auraient été massacrés. J'ai beaucoup plaint
les délégués de pays hostiles à la Belgique qui ont dû prendre la parole pour nous condamner après le discours de Spaak. Parce qu'avant le discours, ils avaient déjà l'air peu crédibles. Après le discours, ils avaient l'air absolument ridicules. Et finalement, le débat s'est conclu par sans aucune motion, pas de motion de confiance, pas de motion de défiance, rien du tout. Le débat, on est passé à l'ordre du jour, mais donc la condamnation de la Belgique n'a jamais eu lieu.